Nous pouvons tous être d'accord pour dire que les États-Unis sont un pays immense, et qu'il y a beaucoup de choses étranges cachées dans cette vaste étendue, comme des monuments religieux étranges, un palais fait de maïs, des bunkers gouvernementaux secrets, et la zone 52. Oui, vous avez bien entendu. Il existe bien une zone 52. Découvrez des lieux incroyables aux États-Unis dont vous ignoriez l'existence. Si vous aimez ces explorations de cartes, abonnez-vous pour que je continue à zoomer sur des îles aléatoires qui n'intéressent que moi. Numéro 50, la cible du Nevada. Vous trouverez beaucoup de choses étranges au Nevada, et la plupart portent des paillettes à Vegas à 3h du matin. Mais regardez par ici. Vous voyez cette cible géante ? Devons-nous nous inquiéter ? Est-ce pour aider les extraterrestres à viser ? Eh bien, non. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas du tout pour des armes. Il pourrait s'agir d'une zone d'entraînement pour pilotes, ou d'un outil de calibration pour la photographie aérienne. Dans le désert, on peut construire un immense viseur, car si une grande cible apparaissait soudain près de chez vous, vous paniqueriez sûrement. Mais il y a d'autres sujets d'inquiétude. Numéro 49, à 160 miles au nord-ouest de Sin City se trouve le champ d'essai de Tonopah. C'est un immense désert blanc, et il y a beaucoup de formes étranges tracées à sa surface. Le département de l'énergie dit que le site est utilisé pour tester l'armement, la mise à feu et le déclenchement des systèmes. Ah, et aussi pour le largage d'armes nucléaires, juste des passe-temps ordinaires. Le site est parfait parce que c'est une étendue plate et presque vide de désert entre deux chaînes de montagnes. Rien ne dit sécurité et protection comme des kilomètres de sable, des serpents à sonnettes et quelques buissons roulants qui servent de boucliers contre les explosions. On la surnomme Zone 52, ce qui ressemble à la petite sœur moins célèbre de la Zone 51. Même jeans bizarres, moins de chapeaux en papier aluminium. Depuis 1957, elle a été utilisée pour de nombreuses missions de sécurité nationale, principalement classifiées, y compris des avions expérimentaux et secrets, ce qui, je pense, est un code pour OVNI. Et bizarrement, ce n'est pas la seule Zone 52 qui existe. Numéro 48, Dugway Proving Ground, n'est pas un simple avant-poste de l'armée. Cela a déjà créé des controverses par le passé, comme en 1968 lorsque les habitants des villes voisines de l'Utah se sont réveillés avec des milliers de moutons morts. Ce n'est pas vraiment le genre de réveil auquel on s'attend à la campagne. Les hauts gradés de Dugway ont nié avoir fait quoi que ce soit qui aurait pu entraîner la mort de 6000 moutons. Ça doit être une drôle de coïncidence. Ou peut-être que cela a un rapport avec l'avion qui a largué 1200 litres d'agents neurotoxiques VX dans la région. Selon un document du Pentagone, le produit a été pulvérisé beaucoup trop haut. Il a dérivé vers les champs d'herbe environnants, où les moutons sont rapidement passés dans l'au-delà. Des erreurs arrivent, mais pas quand il s'agit du VX. Seulement 0,4 mg de ce produit peut tuer. Donc, oups, ce n'est pas vraiment un plan. Dugway continue de tester des armes biologiques et chimiques aujourd'hui. On ne sait pas encore si les vaches ont été ajoutées à la liste des cibles. Cela dit, les fuites de produits chimiques toxiques ne sont pas toujours dues au gouvernement. Parfois, ce sont des entreprises privées qui en sont responsables. Numéro 47. Situé près de Butte, dans le Montana, la fosse de Berkeley est l'un des endroits les plus toxiques du pays, juste après l'appartement de mon ex. La fosse a extrait 320 millions de tonnes de cuivre avant de fermer en 1982, puis elle s'est lentement remplie d'eau souterraine. Ça ressemble à un lac, ça a l'air d'un lac, mais si tu sautes dedans, tu te fais littéralement mariner dans une soupe toxique. Cette fosse de 550 mètres de profondeur contient plus de 150 milliards de litres d'eau acide et de métaux lourds. De près, ça scintille en rouge avec des traînées de verre citron juste sous la surface. C'est comme une lampe à lave conçue par Satan. Étrangement, ce lieu abrite certaines des espèces fongiques et bactériennes les plus singulières au monde. Leur résistance au poison en fait des sujets d'étude pour la recherche sur le cancer. Une lueur d'espoir, si votre argent est fortement corrodé et se dissout dans l'acide. En parlant de choses étranges, de l'eau qui a l'air radioactive. Numéro 46. Près de Moab, dans l'Utah, vous apercevez des bassins de potasse. 160 hectares d'eau, bleu vif et turquoise. Pas du tout du genre naturel. Les bassins de potasse sont des bassins d'évaporation solaire. Devinez ce qu'ils extraient ici ? De la potasse, évidemment. C'est une sorte de sel de potassium soluble dans l'eau. Il y a juste un problème. Les sels se trouvent à 900 mètres sous la surface. Alors les propriétaires pompent l'eau du fleuve Colorado dans un puits pour les dissoudre. Ensuite, ils remontent la saumure, un peu comme utiliser une paille tordue pour la géologie. Mais pourquoi ce bleu néon ? C'est un colorant utilisé pour capter la lumière du soleil et accélérer l'évaporation de l'eau.
En résumé, c'est du cosplay scientifique industriel pour le désert, numéro 45. Vu d'en haut, la Nevada Desert Face Facility ressemble à un immense soleil entouré d'un cercle gravé dans le sable. Le cercle de culture le plus joyeux que vous verrez jamais. C'est rassurant, jusqu'à ce qu'on se souvienne qu'il s'agit d'un site d'essai gouvernemental, pas d'une œuvre de fans extraterrestres. Les scientifiques injectent du dioxyde de carbone supplémentaire dans l'air pour observer comment les plantes et les écosystèmes réagissent, ou non. Ils observent la croissance, la chimie du sol et divers paramètres, simulant le changement climatique anticipé. J'imagine que les résultats ne sont pas positifs. Au-delà des bases militaires et sites industriels, il existe aussi dans la nature des phénomènes inexpliqués. Comme le numéro 44, les poids du Grand Canyon, le majestueux Grand Canyon, le puissant fleuve Colorado entouré de poids. Ouvrez Google Maps et allez jusqu'à Vulcan's Throne, c'est sans doute le nom de volcan le plus impressionnant d'Amérique. L'explication des poids est nettement moins impressionnante et minuscule. Ce sont des fourmis moissonneuses rouges. Le désert autour du Grand Canyon en est littéralement infesté. Les fourmis construisent de petits monticules de nidification d'environ 1,20 mètres de long, mais ils sont entourés de 10 mètres carrés de sol nu. Les scientifiques pensent qu'elles sont la raison de ces motifs à poids. Donc, le Grand Canyon souffre d'une vraie fourmi acné. Mais cette théorie n'a pas encore été confirmée. Il pourrait donc s'agir d'un autre phénomène naturel, ou d'extraterrestre. Les scientifiques ne connaissent pas non plus l'explication du numéro 43. Le dôme d'Uphival, dans l'Utah, est un endroit étrange. Qu'est-ce qui le rend si particulier? Les scientifiques ignorent encore la cause. Dans les Canyonlands de l'Utah, un dôme rocheux de 5 km domine un terrain déformé. Peut-être un météore s'est-il écrasé ici. Le cratère s'effondre, et le rebond a projeté la roche vers le haut. Considérez cela comme un sale coup de la nature, encore visible des millions d'années plus tard. L'autre théorie, c'est celle d'un dôme de sel. Sous les Canyonlands se trouve une épaisse couche de sel qui peut se déplacer comme de la glace au ralenti. Le sel remonte, formant des bulles. Certains géologues pensent que c'est une colonne résiduelle. 2 théories, un dôme étrange. Verdict, cela reste un mystère. Quoi que ce soit, c'est une merveille naturelle construite sur du sel de table. Mais les scientifiques ont découvert l'explication du numéro 42, les dunes chantantes. Avez-vous déjà entendu parler des dunes chantantes? Sinon, rendez-vous aux dunes d'Eureka. Elles s'élèvent à 680 pieds de haut. Ce sont les plus hautes dunes de Californie, peut-être même d'Amérique du Nord. Mais elles ne sont pas faciles d'accès. Elles se trouvent au nord de la vallée de la mort, un parc si immense qu'il fait paraître le Rhode Island minuscule. Apportez beaucoup de provisions, car le désert ne fait pas de cadeaux. Demandez simplement aux personnes qui pensaient qu'un quart de réservoir suffirait, et évitez l'été. Quand 110 degrés Fahrenheit n'est pas une prévision, c'est la température par défaut. Mais comment les dunes chantent-elles? Le sable dévale les pentes abruptes de la dune, produisant un bourdonnement profond. Les scientifiques l'associent à des orgues ou à des avions lointains. Cela évoque de la musique d'église ou le bruit d'un vol. Sacrée différence. Écoutez et dites-moi ce que vous en pensez. Les scientifiques ont aussi découvert l'explication du numéro 41, autour du mont Shasta en Californie. Il y a des dizaines de petites copies du sommet. On les appelle les buttes de la vallée de Shasta, le best-of du mont remixé en version miniature. Elles couvrent la zone au nord-nord-ouest de la base de la montagne et s'étendent jusqu'à 43 km vers l'extérieur. La principale théorie, une éruption volcanique, il y a 300 000 à 380 000 ans. Cela a déclenché un glissement de terrain qui a enseveli la vallée. La lave a déposé des roches, ses sédiments dans le paysage, formant des monticules jusqu'à 72 mètres de haut. Imaginez que la nature ait vidé tout votre bac de Lego par terre avant de repartir. Jusqu'à présent, nous avons une cible géante dans le désert, un gouffre toxique qui fait office de lampe à lave de Satan, et des dunes de sable qui bourdonnent comme des orgues bon marché. Tout semble vraiment normal. Passons à l'étape suivante de la sortie scolaire la plus étrange du monde. Numéro 40. Les intaglios de Blyth. Comme les lignes de Nazca au Pérou, les intaglios de Blyth sont d'immenses figures humaines et animales gravées dans le sol du désert californien. Le mystère ? Personne ne sait qui les a créés. Les historiens supposent les tribus Mojave, Cochin ou d'autres. Une façon académique de dire « Pourquoi vous nous demandez ça ?» En fait, jusqu'en 1932 personne ne savait, ou du moins, personne ne se souvenait même de leur existence. Un pilote a aperçu une silhouette humaine et un animal à 4 pattes en dessous de lui et s'est dit « Tiens, je devrais peut-être en parler. Leur création et leur but restent inconnus. »
Tout comme le numéro 39, un bunker secret de la scientologie au Nouveau-Mexique. Connu sous le nom de base de Trementina, ce bunker se trouve dans le désert du Nouveau-Mexique, et il appartient à l'église de Scientologie. À côté d'une immense maison au toit vert, le sol est gravé de 2 cercles géants et de losanges. On dirait totalement des pistes d'atterrissage pour extraterrestres, si on plisse les yeux. Selon le journaliste John Sweeney, il s'agit en réalité d'un bunker pour le club de fans le plus étrange d'Hollywood. Alors, c'est quoi ces symboles? Eh bien, L. Ron Hubbard est mort. Tom Cruise évite les questions sur la géométrie du désert entre 2 tournées de presse. La théorie, c'est que ce sont des repères, pour les scientologues, qui prévoient de revenir après le grand jour de l'apocalypse sur Terre, comme des énormes épingles GPS indiquant « Enfin, chez nous ». Donc, si un inconnu dans le désert vous propose un test de personnalité, c'est le moment de vous enfuir. Ensuite, un paysage du sud-ouest, qui fait peur, mais qui est impressionnant. Numéro 38, Goblin Valley. Ça ressemble à un repère de Harry Potter, mais c'est en fait un parc d'état de l'Utah. Il doit son nom aux milliers de cheminées de fées disséminées partout. Si vous vous demandez dans quel cours de géologie on a évoqué les cheminées de fées, rassurez-vous, je l'ai raté aussi. En réalité, une cheminée de fées est un rocher ressemblant à un champignon. Les habitants les ont nommés gobelins, ce qui, honnêtement, est plus accrocheur. Le paysage pourrait passer pour Mars, c'est pourquoi le film Galaxy Quest y a été tourné. Rien ne dit monde extraterrestre, comme le sud de l'Utah. Les autorisations de tournage pour Mars sont vraiment difficiles à obtenir, ce qui n'est pas le cas du prochain lieu de tournage. Numéro 37, Henry River Mill Village. Les fans de Hunger Games pourraient reconnaître Henry River Mill Village en Caroline du Nord. Il a servi de décor pour le district 12, mais ce n'est pas un accessoire. C'est une véritable ville construite en 1905 par une entreprise de fil de coton. À l'époque, village ouvrier voulait dire vivre à côté de son patron pour toujours. La ville comptait 35 maisons à magasins, une filature et plus encore. Mais quand l'industrie textile s'est effondrée dans les années 60, le déclin a commencé. La foudre a incendié la filature en 1977 et la plupart des habitants sont partis. Mais quelques-uns sont restés jusqu'au début des années 2000, ce qui est impressionnant. Le village n'a jamais eu d'eau courante ni d'égout. C'était leur propre version industrielle de Colonial Williamsburg, figée dans le temps. Aujourd'hui, il est inscrit comme site historique et ouvert aux visiteurs, tout comme l'endroit fou suivant, numéro 36, Eckley Miners Village. Autrefois, des dizaines, voire des centaines de villages comme Eckley Miners Village existaient, cités ouvrières bâties rapidement et à moindre coût pour garder les travailleurs près de leurs emplois cancérigènes. La version officielle, ils imposaient une discipline industrielle stricte, ce qui, en langage anti-RH, signifie s'assurer que les mineurs n'avaient aucune vie en dehors du travail. En 1860, Eckley comptait 130 maisons. Enfin, maison est un bien grand mot. Les cabanes des trieurs d'ardoise se composaient de 2 pièces exiguës et d'une mezzanine. Les murs étaient si fins qu'on pouvait à peine appeler ça des murs. Pourtant, c'était sans doute plus spacieux que l'appartement moyen à New York. Les trieurs d'ardoise passaient leur journée à retirer les impuretés du charbon. C'était un travail sale et dangereux. Alors, évidemment, la compagnie le confiait aux enfants et aux personnes handicapées. Classe. Le village minier d'Eckley, décor du film Molly Maguire, est aujourd'hui un musée en plein air à visiter, contrairement à l'endroit suivant, qui est tout simplement étrange. Numéro 35. Que devient un avion quand il prend sa retraite? De nombreux avions militaires finissent à la base aérienne Davis Monthan. Le site de 2600 acres fait environ les 3/4 de la taille de LAX, et il est certainement plus facile à parcourir. Vu d'en haut, on dirait une immense flotte en attente. En réalité, c'est un cimetière d'avions, un endroit où ils reposent en paix. Désolé, vous ne pouvez pas simplement venir et les visiter. L'armée américaine n'aime pas que des civils fouinent autour de leur matériel, même celui qui est à la retraite. Mais vous pouvez quand même apercevoir des avions comme des B-52 et des F-14 sur Google Earth. Aucune habilitation de sécurité requise. Et en parlant des choses que l'armée a laissées dans le désert, numéro 34. Dans le désert près de Whitman, en Arizona, se trouve un immense triangle. C'est le terrain de Wickenburg. Autrefois terrain d'entraînement durant la Seconde Guerre mondiale, ces pistes triangulaires permettaient à 3 avions d'atterrir en même temps, mais donnaient à l'aérodrome une allure de devoir de géométrie. Entre 1956 et 1966, la base a été désactivée, mais le triangle est resté, cuisant sous le soleil de l'Arizona. L'armée ne peut pas tout démonter après l'avoir construit, tout comme dans le prochain exemple. Numéro 33. La flotte de béton de Kip Topic. Le béton, idéal pour les trottoirs et pour envoyer des mafieux au fond des rivières.
Mais pendant les guerres mondiales, il a aussi servi à construire des navires, comme la flotte de béton de Kip Topic. Avec la pénurie d'acier, le béton était la meilleure solution de rechange, même si meilleure est peut-être exagérée. Et les navires en béton fonctionnaient en fait, si l'on faisait abstraction des coûts élevés et de l'humidité constante. Sur les 24 construits pendant la Seconde Guerre mondiale, 9 existent encore. Ils ne naviguent plus, bien sûr, ils servent simplement de gigantesques brise-vagues. Les navires ont été alignés bout à bout près du terminal du ferry de la baie de Chesapeake pour casser la houle des tempêtes. Puis le pont-tunnel est arrivé et leur utilité a chuté. Personne ne voulait remorquer 9 carcasses de béton hors de l'eau. Alors ils sont restés là depuis tout ce temps. Certains sont tellement rongés que vous pouvez littéralement passer en bateau à travers. Allez les voir par vous-même. Après avoir examiné les aérodromes, navires et autres sites abandonnés par l'armée américaine, découvrons ce qu'elle veut vous cacher. Numéro 32. Raven Rock est un immense bunker nucléaire souterrain, en Pennsylvanie. Il est conçu pour permettre au gouvernement de continuer à fonctionner si le monde venait à être réduit en cendres. Et ce serait bien plus convaincant comme base secrète si elle n'était pas aussi facilement indiquée sur Google Earth. Honnêtement, vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Et je ne peux pas vraiment le chercher sur Google non plus, à moins de vouloir que mon nom apparaisse sur une liste de surveillance du gouvernement. Sachez simplement que si le Pentagone se réfugie sous terre, vous êtes probablement déjà mort. Si on survit, il faudra se lier d'amitié avec tous ceux qui vivent hors réseau, comme ceux du numéro 31 Slab City. Près de Salvation Mountain, vous trouverez un endroit appelé Slab City, surnommé le dernier endroit libre d'Amérique. Qu'est-ce qui le rend libre? La ville s'autogère. Pas de taxes, pas de loyer, totalement hors réseau. Ce n'est pas l'endroit le plus chic pour vivre. Pensez plutôt à des cabanes et des caravanes qu'à des pavillons bien rangés. Mais si vous êtes anti-gouvernement, c'est Disneyland. Slab City se présente comme anarchiste, mais soyons réalistes. Les lois de l'État et du gouvernement fédéral ne disparaissent pas comme ça. À Slab City, si vous frappez quelqu'un, c'est à la police californienne que vous devrez répondre, pas aux habitants. Beaucoup de millénials et de la génération Z ont sans doute arrêté d'écouter, après pas de taxes, pas de loyer. Je le ferai aussi, et vous cherchez déjà sur Google comment aller à Slab City. On a vu des dessins géants dans le désert, des bunkers secrets de célébrités, et des rochers en forme de gobelins. Tout à fait normal. Mais l'Amérique étrange ne ralentit pas, donc cette vidéo non plus. Passons à la suivante. Numéro 30. La montagne du salut elle-même. Dans les années 1970, Leonard Knight a eu une révélation. Il voulait répandre le message d'amour de Dieu. Première tentative, une montgolfière avec Dieu est amour, peint sur le côté. Le problème c'est qu'elle ne pouvait pas décoller, littéralement. Alors il est allé dans le désert et a construit la montagne du salut à la place. Honnêtement, si vous deviez choisir un comté en Amérique qui a besoin de salut, le comté d'Imperial, en Californie, serait un sérieux candidat. Knight a arrêté de travailler dessus après une blessure en 2011. Il est décédé en 2014. Heureusement, une association à but non lucratif continue de l'entretenir. Donc, au moins, le comté d'Imperial a quelque chose de coloré à regarder à part la poussière. Et ce n'est pas le seul site religieux dans les environs. Numéro 29, vite. Où se trouve la Terre Sainte? Quelque part au Moyen-Orient. Faux. En fait, elle est à Waterbury, Connecticut. Tu ne t'y attendais pas, hein? John Baptiste Greco a construit sa vision d'un parc à thème biblique à la fin des années 1950, un mini Bethléem qui attirait 50 000 visiteurs par an. Il l'a fermé en 1984 pour des rénovations, mais sa mort en 86 a ruiné ce projet. Un groupe de religieuses l'a ensuite repris le parc. Elles l'ont nettoyé et fait quelques travaux, sans l'ouvrir au public. Terre Sainte s'est dégradée et est devenue un lieu de rassemblement pour adolescents et criminels. C'était même le lieu d'un meurtre en 2010, ce qui reste assez biblique, honnêtement. Une campagne de nettoyage menée par le maire a donné des résultats étonnamment bons. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez visiter Terre Sainte sans graffiti. Fini les graffitis Adam et Ève pour toujours, gravés dans le mini jardin d'Éden. Pour une attraction religieuse plus légère, considérez le numéro 28 Santa Claus dans l'Indiana. Le village du Père Noël est censé être magique. Dans l'Indiana, c'est juste une ville appelée Santa Claus. Et évidemment, c'est une ville sur le thème de Noël. C'est le programme de déménagement idéal pour les gens qui commencent à chanter Jingle Bell Rock avant Halloween. Santa Claus, Indiana, possède son propre musée, une église, un château de bonbons et un parc à thème appelé Holiday World and Splash in Safari. Rien ne dit Noël comme des montagnes russes et du chlore. Santa Claus, Indiana, là où les gens poussent le concept jusqu'à l'excès.
Ce n'est pas que le reste des États-Unis n'aime pas aussi pousser un thème à l'extrême. Numéro 27. Le Dakota du Sud abrite le seul palais du maïs au monde, parce que personne en dehors du Midwest n'aurait eu cette idée. Depuis 1892, la ville de Mitchell a eu 3 palais du maïs. Apparemment, un seul bâtiment recouvert de maïs ne suffisait pas. Ils organisent des événements toute l'année, mais rien ne vaut le festival du palais du maïs en août. Oui, ça existe vraiment. Le bâtiment coûte aussi 130 000 $ à entretenir chaque année. C'est parce qu'il est décoré avec du maïs. Chaque année a droit à un thème décoratif différent. Les artistes doivent installer différentes fresques pour les assortir, comme une version agricole du Met Gala. En moyenne, la décoration nécessite 3000 boisseaux de céréales et de graminées, ainsi que plus de 275 000 épis de maïs. C'est une halte amusante en bord de route, si vous êtes dans le Dakota du Sud. Et en parlant d'attractions insolites en bord de route, voici le numéro 26, Carhenge. Zoomez près d'Alliance, dans le Nebraska, et vous apercevrez ce qui ressemble à une imitation de Stonehenge. Des structures grises, disposées en cercle, même disposition, sauf qu'il s'agit de voitures au lieu de pierres. Bienvenue à Carhenge. Preuve que si les Britanniques avaient eu des Buick, l'histoire aurait changé. Les habitants ont peint des voitures en gris, et les ont dressées comme Stonehenge. C'est un hommage à l'antique monument de leurs anciens colonisateurs. Honnêtement, c'est l'Amérique dans toute sa splendeur. Et ce n'est même pas la seule imitation de Stonehenge. Numéro 25, Stonehenge 2. Les États-Unis sont vraiment dans le déni concernant leur absence de Stonehenge. Du coup, on continue à fabriquer des répliques. Celui-ci, dans la région de Texas Hill Country, a été construit par Al Shepard et son voisin Doug Hill. Il se trouve maintenant à la Hill Country Arts Foundation. Si vous ne pouvez hériter de l'histoire, vous pouvez toujours en faire une copie en béton. Ils l'ont construite en 9 mois, en 1989, un peu plus vite que la version anglaise, de quelques millénaires seulement. Au lieu de transporter des dalles de pierre, ils ont utilisé de l'acier, du treillis et du plâtre. Elle fait 90% de la hauteur et 60% de la largeur du Stonehenge original. Et juste pour s'amuser, ils ont ajouté 2 têtes de l'île de Pâques de 4 mètres de haut. Parce que, pourquoi pas. Aujourd'hui, les gens peuvent le louer pour leur mariage, tout comme ce prochain endroit digne d'un conte de fées. Numéro 24, le château de Corail, Dead Leeds Collins. Comment as-tu géré ta rupture au lycée ? De la mauvaise poésie et des paroles de chansons énigmatiques sur les réseaux sociaux. Eh bien, tu n'es pas Ed Leeds Collin. Quand cet homme letton a perdu son amour de ses 16 ans au début du XXe siècle, il a déménagé en Floride. Comme si ce n'était pas assez, il a construit tout un château, en hommage à son ex. Pendant ce temps, ton rendez-vous de la semaine dernière met 36 heures à te répondre par texto. Le château de Corail possède un cadran solaire, une chaise à bascule en pierre et une table en forme de cœur de 500 livres. C'est mieux qu'une mixtape. Et Ed a tout construit tout seul, la nuit, en secret, ce qui est impressionnant puisqu'il mesurait environ 1,50 m et pesait 45 kg, soit la taille d'un collégien. Il venait d'une famille de tailleurs de pierre. Cela pourrait expliquer comment il a réussi à déplacer des blocs de corail fossilisés pesant plus de 30 tonnes. À titre de comparaison, c'est plus haut que certaines dalles de Stonehenge, et plus lourd que certaines pierres de la grande pyramide de Gizeh. Je préfère penser qu'un chagrin d'amour donne des super pouvoirs. Ce n'est pas le seul château caché aux États-Unis. Numéro 23. Vous êtes déjà allé à Versailles, dans le Kentucky. Comme Athènes, en Géorgie, ou Paris, au Texas. Vous n'avez pas besoin de passeport pour voir l'Europe, en quelque sorte. Et celui-ci a même un château. Il s'appelait à l'origine Château Martin. Il a été imaginé par un couple en 1969. Ils étaient désespérés de ramener un peu d'Europe chez eux. Ils auraient pu faire comme la plupart des touristes, parler de la qualité du pain là-bas, ou prendre l'habitude de fumer, mais non, ils ont carrément construit un château. Quand le couple s'est séparé en 1975, les rêves de château se sont envolés aussi. Il est resté à moitié terminé jusqu'au début des années 2000. Puis Thomas Airpost l'a transformé en un lieu d'événements haut de gamme et en chambre d'hôtes. Bien sûr, les habitants le connaissent toujours, surtout, comme ce château étrange et vide sur la colline. Et maintenant que nous avons découvert tous les châteaux fantaisistes et les curiosités en bord de route, passons à l'histoire plus déprimante cachée aux États-Unis. Numéro 22. Je vais commencer en douceur avec encore un autre château. Ce château écossais abandonné ne se trouve pas dans une forêt européenne. Il se trouve sur une île de la rivière Hudson, près de Beacon, dans l'état de New York, et il servait d'entrepôt. L'immigrant écossais Francis Bannerman l'a construit après avoir réussi à New York. Il a débuté au 19e siècle en vendant des objets récupérés au port. D'une manière ou d'une autre,
Il est passé à la revente de navires de la marine et de souvenirs militaires, juste une des nombreuses histoires de réussite personnelle qui relèvent désormais du domaine du fantasme en 2025. Bannerman a fini par acheter 90% des surplus de l'armée après la guerre hispano-américaine. Il avait tellement de choses qu'il lui fallait une île pour tout entreposer. Alors il a construit un immense château pour le matériel, et un plus petit château pour sa famille. Les priorités. Au final, le château a été abandonné. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur a été vendu, jeté ou pillé. C'était le vide-grenier le moins organisé de l'histoire. Il est difficile d'imaginer que des sites restent oubliés et abandonnés près de la trépidante région de New York. Mais le château Bannerman est en fait l'un des nombreux sites. Numéro 21. Près de New York, vous trouverez les îles North et South Brother. North Brother Island semble accueillante, mais c'est le site d'au moins des dizaines de milliers de morts. Des années 1880 à la Seconde Guerre mondiale, cette zone servait de quarantaine pour des maladies comme la typhoïde. Même Typhoid Mary a passé ses derniers jours ici, ce qui doit être la pire critique Airbnb imaginable. L'île est abandonnée depuis les années 1960. Les gens ne peuvent visiter l'île qu'avec la permission de la ville, et un accompagnateur, et probablement en combinaison de protection. La police surveille également les intrus. La prison de l'île de Rickers est juste à côté. On espérait que l'île deviendrait un sanctuaire pour la faune. En réalité, presque rien n'est resté. Même les rats de New York ont regardé North Brother et ont refusé. Pas étonnant que l'endroit soit ignoré. Nous avons visité un palais fait de maïs, un Stonehenge construit avec des voitures, et un château du chagrin d'amour en Floride. Il est temps de continuer. L'Amérique ne manque jamais de bizarreries. Numéro 20, l'île Hart. Ça a l'air mignon, mais c'est rempli de morts et de misère. Située dans le Long Island Sound, elle abritait une prison pendant la guerre de sécession. Au moins 235 prisonniers sont morts ici. Ensuite, l'île a servi d'hôpital pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1870, et les malheurs ne cessent de s'enchaîner. Sa vie suivante, un asile pour femmes, accueillant des malades mentales, ainsi que celles qui répondaient à leur mari. Ensuite, encore une prison et même une base de missiles, la polyvalence dans toute sa noirceur. Aujourd'hui, l'île Hart sert de cimetière des indigents de New York, la dernière étape pour les corps non réclamés et les parties de corps abandonnés. Donc, si vous voyez une jambe flotter dans le Long Island Sound, inutile de paniquer. Ce n'est probablement pas un règlement de compte mafieux, mais plutôt un travail de cimetière mal fait. Eh bien, puisque nous sommes dans cette série de tragédies, passons au numéro 19. Vous avez déjà entendu parler du col d'honneur ? Oui, celui avec le cannibalisme dans les années 1840. Difficile de se débarrasser d'une telle réputation. De nos jours, cependant, vous trouverez les tunnels du sommet du col d'Honneur. Longs, sinueux, et bien mieux adaptés au train qu'au dîner mondain. Ils ont été construits pour le chemin de fer transcontinental dans des conditions difficiles. Sérieusement, les ouvriers ont foré à travers du granit massif en plein milieu d'hivers alpins brutaux. Le projet avançait péniblement, centimètre par centimètre. Ce n'est pas vraiment le genre de choses dont on se vante sur LinkedIn. Les explosifs ont accéléré les choses et tué beaucoup de gens. Mais bon, c'est ça, le progrès. Mais on était au milieu du 19e siècle, donc la sécurité des ouvriers n'existait pas encore. Les équipes chinoises étaient considérées comme jetables. Maintenant, les tunnels sont abandonnés. Leurs murs sont couverts de graffitis. C'est la version Instagram de l'histoire. Passons à quelque chose d'aussi coloré, mais moins déprimant. Numéro 18. Les marais salants de la baie de San Francisco s'étendent sur 16 500 acres, soit presque la moitié de la taille de Washington, D.C. Autrefois, c'était des zones humides. Puis la ruée vers l'or est arrivée avant de retomber. Mais San Francisco a tout de même trouvé un trésor, transformant d'abord la baie en marais salants, puis plus tard en logement inabordable. Ce qui est fou avec les marais salants, les couleurs. Vu du ciel, on dirait une boîte de crayons de couleur fondue dans la baie. Mais ce n'est pas de la teinture, seulement différentes concentrations de sel à mesure que les eaux se déplacent. Différents niveaux de sel attirent différents microbes. Les bassins rouges vifs doivent leur couleur à l'algue Dunalila, qui considère le sel extrême comme un buffet à volonté. Et en parlant de choses cool et colorées. Numéro 17, Vallée de la Mort. Elle regorge de curiosités. Parmi elles, la palette de l'artiste, preuve que même le désert voulait s'essayer à la peinture abstraite. Ce ne sont que de vieux minéraux volcaniques en spectacle. Le fer colore en rouge et jaune, le manganèse en violet, le mica en vert, un vrai tie-dye naturel. Pas fan de randonnée ?
Empruntez Artist Drive, une route qui met en valeur les couleurs sans quitter votre voiture, comme une visite touristique en mode drive-in, exactement comme vous pourrez le faire à notre prochaine étape. Numéro 16. Restons dans la vallée de la mort. Près du centre se trouve Badwater Basin. C'est un paysage d'un blanc éclatant, et le point le plus bas d'Amérique du Nord, à 86 mètres sous le niveau de la mer, c'est le sous-sol de l'Amérique. Environ 500 km² de plaine salée subsistent, car le lac Manly disparaît et réapparaît plusieurs fois dans le désert. Vous pouvez explorer les plaines salées grâce à un sentier qui les traverse, ou simplement faire quelques pas depuis le parking et dire quand même sur Instagram que vous avez exploré. Attendez, en été, les gardes forestiers demandent en général de finir avant 10 heures. Après cela, le sol du bassin dépasse régulièrement les 40 degrés Celsius, ce qui signifie que vous ne pouvez pas rester dehors très longtemps, à moins que vous n'ayez toujours rêvé de vivre comme un poulet à la broche. Donc, peut-être qu'une voiture climatisée est la meilleure option. Mais il faudra sortir de votre voiture pour découvrir le numéro 15 Homestead Crater. Ce site naturel a l'air impressionnant de l'extérieur et encore plus impressionnant à l'intérieur. Ou plus chaud, parce qu'il est connu comme le meilleur jacuzzi de l'Utah. Vu d'en haut, cela ressemble à un simple cratère volcanique. Mais à l'intérieur, il y a une source chaude géothermique, l'un des seuls sites de plongée en eau chaude aux États-Unis. Le dôme au-dessus s'est rapidement agrandi pendant 10 000 ans. En géologie, tout ce qui est en dessous d'1 million est considéré comme rapide. Atteindre le sommet des cratères est interdit, mais il est possible d'entrer par le côté pour nager ou plonger. Ce n'est sûrement pas une activité à refaire là où nous allons ensuite. Numéro 14. Sur Google Maps, près de Santa Rosa, au Nouveau-Mexique, le Blue Hole ressemble à un point, mais l'eau descend à plus de 24 mètres, soit plus haut que le panneau Hollywood. Il se trouve près de la route 66 et appartient à un réseau de grottes que les gens n'ont commencé à cartographier qu'en 2013, mieux vaut tard que jamais. C'était autrefois une halte au bord de la route où les voyageurs venaient se rafraîchir, puis c'est devenu une obsession pour les plongeurs. Mais après que 2 personnes se soient noyées en 1976, l'entrée a été scellée. Lieu de baignade mortelle, ce n'est pas vraiment un bon slogan touristique. Entre 2013 et 2024, ADM, Exploration Foundation, a tenté de rouvrir et de cartographier les grottes, puis un effondrement a tout refermé à nouveau. Donc le mystère est toujours là, simplement enfoui sous des tonnes de roches. Mais il y a d'autres plans d'eau sympas à explorer, comme le numéro 13 Kitcheti Kipi. Amusant à dire, plus difficile à expliquer. La source déverse plus de 10 000 gallons d'eau chaque minute. La source ? Toujours inconnue. Des aquifères, peut-être. Le ruissellement des montagnes ? C'est possible. Mais rien n'explique pourquoi elle déverse autant d'eau. Quoi qu'il en soit, la plus grande source du Michigan, appelée Big Cold Water, porte bien son nom. Elle mesure 300 par 175 pieds et fait 40 pieds de profondeur. Elle reste liquide toute l'année. Il y a trop d'eau qui arrive pour geler, même quand le reste du Michigan se transforme en esquimaux. C'est une particularité naturelle unique et magnifique à observer, tout comme le numéro 12, la forêt en damier de l'Idaho. Montez jusqu'à la rivière Priest, dans le nord de l'Idaho. Vous verrez un immense damier. En réalité, c'est une forêt divisée en 185 carrés, chacun de la taille de 24 terrains de football. Parfait pour tous ceux qui aiment leurs jeux de société en version géante. Le damier aurait commencé dans les années 1800, tout cela grâce à un plan de gestion forestière. Un ensemble de carrés était coupé pour le bois. Les autres restaient debout. Ensuite, ils échangeaient. C'est la rotation des cultures, mais pour de très grands arbres. En hiver, le motif ressort vraiment. La neige reste sur les arbres mais fond sur le sol, laissant un immense damier blanc et marron. Et en parlant de zones naturelles avec de superbes vues aériennes, numéro 11. Tout le monde connaît Old Faithful, mais le vrai atout, le bassin supérieur des geysers de Yellowstone. C'est l'un des 5 endroits au monde, avec de telles caractéristiques hydrothermales impressionnantes. C'est en quelque sorte la capitale mondiale des geysers. Et oui, ça crache de la vapeur régulièrement. Pourquoi ? Un supervolcan. Le magma bouillonne à seulement 5 à 13 km sous la surface, et honnêtement, peu importe où vous êtes dans le parc, c'est beaucoup trop proche pour être rassurant. L'eau descend, se réchauffe, puis jaillit à nouveau. Un joli cycle, jusqu'à ce que le supervolcan explose et emporte tout le voisinage avec lui. D'accord, nous nous sommes arrêtés sur une île de corps non réclamés, des collines aux couleurs tie-dye d'un désert, et un geyser posé sur la plus grande cocotte minute du monde. Et maintenant, nous arrivons au top 10. Des idées sur l'endroit le plus fou. Découvrons-le. Numéro 10.
Un immense cercle sombre se trouve dans le désert de Mojave. C'est le cratère d'Amboy, mais ce n'est pas un cratère de météorites. C'est un champ volcanique jeune, c'est-à-dire âgé de seulement 79 000 ans. Pendant ce temps, je me fais un claquage en me levant du canapé. Le cratère mesure 76 mètres de haut et 457 mètres de diamètre, soit une fois et demie la hauteur de la tour Eiffel. Vous pouvez y randonner et pique-niquer. Ne vous inquiétez pas. La dernière éruption a eu lieu il y a 10 000 ans. Il est éteint maintenant. Enfin. Espérons-le. Des sources mystérieuses, des formations volcaniques, des bains chauds naturels. La nature a créé de nombreux lieux étonnants aux États-Unis, et l'homme encore davantage. Numéro 9. Cadillac Ranch, Amarillo, Texas. On y trouve 10 Cadillacs, à moitié enterrés, le nez en premier dans la terre, recouvertes de couches de graffiti. Le projet a été financé par le magnate de l'hélium Stanley Marsh III. C'est 3, pas le troisième. Standish 3. Les chiffres romains étaient trop sophistiqués pour un gars qui enterrait des voitures dans un champ. Les gens qualifiaient un marche d'excentrique, un mot qu'on utilise quand on ne peut pas traiter un riche de fou. Au fil des années, les Cadillacs ont été peintes et repeintes, parfois en rose pour sensibiliser au cancer du sein, parfois simplement par des adolescents ennuyés munis de bombes de peinture. Mais il existe des sites insolites que les gens prennent bien plus au sérieux, comme le numéro 8, l'OVNI Watchtower. Dans l'ouest, le ciel est assez sombre pour voir la Voie lactée. Ou des ovnis. Judy Meselin, une habitante de Hooper, Colorado, a regardé assez d'épisodes de X-Files pour remarquer la tendance. Elle a abandonné l'observation des étoiles pour faire de l'observation d'extraterrestres, un business. Ainsi est né l'OVNI Watchtower, avec une plateforme surélevée pour observer le ciel en groupe. Les visiteurs sont aussi invités à offrir des cadeaux aux extraterrestres. Rien ne dit « Bienvenue sur Terre », comme des bracelets d'amitié faits main. Numéro 7. Il fut un temps où les expositions universelles étaient un événement majeur. Les nations exposèrent leurs idées et visions d'avenir audacieuses. Aujourd'hui, les États-Unis n'essaient même plus. Difficile de promouvoir une ville du futur quand la plupart des moins de 40 ans souhaitent juste un loyer abordable. Les premières expositions incluaient aussi des zoos humains. C'était une époque plus simple, mais bien plus problématique et raciste. Certaines expositions n'ont jamais complètement disparu. Le parc Corona à Flushing a encore l'immense globe et quelques vestiges des expositions de 1939 et 1964. L'exposition de 64 nous a laissé les tours du pavillon de l'État de New York, celle que Will Smith a escaladée dans Men in Black, probablement pour lui donner une gifle. Numéro 6. 42 têtes de présidents américains reposent dans un champ en Virginie. Pourquoi ? Un sculpteur avec trop de temps libre. Des recalés du mont Rushmore. Non. Ce sont les vestiges d'un parc à thème fermé, nommé à juste titre President's Park. Vous le trouverez à Williamsburg, la ville coloniale, pas la version de Brooklyn, avec du café hors de prix et des moustaches ironiques. En plus des têtes, il y avait même un musée des animaux de compagnie des présidents. Naturellement, le parc a fermé en 2010, laissant le propriétaire Howard Hankins avec un petit problème. Un champ de têtes présidentielles de 6 mètres de haut. Sa solution ? Il les a entreposés dans sa ferme en attendant de trouver une solution. 14 ans plus tard, il cherche toujours. Au moins, il les a conservés. D'autres parcs ont été laissés à l'abandon. Numéro 5. Jazzland était un immense parc d'attractions à la Nouvelle-Orléans. Il a ouvert en 2000 et a été racheté par Six Flags en 2002. Puis 2005 est arrivé et l'ouragan Katrina a frappé. Six Flags a dit qu'ils allaient le réparer, mais ils ne l'ont pas fait. Six Flags manquait déjà d'argent. Jazzland avait des problèmes de fréquentation. Katrina n'a fait que sceller son sort. Le réparer aurait coûté une fortune, alors ils ont laissé tomber. Il ne reste que des carcasses de montagnes russes et des attractions en ruine. Un parc d'attractions qui donne envie d'un vaccin anti-tétanique. C'est étrange que Jazzland n'ait pas si bien marché, alors que d'autres parcs bien plus bizarres sont restés ouverts. Comme le numéro 4, Gasworks Park. Rien de tel pour une sortie en famille qu'une usine de gazéification désaffectée. À Seattle, c'est tout à fait normal. L'usine Gasworks est un lieu de rendez-vous local depuis 1975. Le parc est situé sur la dernière usine de gazéification du charbon encore existante aux États-Unis. Aujourd'hui, ce sont 19 acres de verdure avec vue sur le lac Onion. Il y a même une aire de jeux pour enfants à l'intérieur d'une ancienne installation industrielle. Quel enfant ne rêve pas de jouer dans une raffinerie ? Ça a l'air génial, à condition que personne n'ait oublié de vérifier les résidus toxiques. Aussi étrange que cela puisse paraître, beaucoup d'architectes considèrent Gasworks Park comme un modèle, une façon de transformer d'anciennes zones industrielles en espaces publics utiles.
Peut-être que la prochaine étape sera le parc d'attractions et le marché fermier de Tchernobyl. On croise les doigts. Nous avons vu les X-Files avec une boutique de souvenirs, un champ agricole hanté par des commandants en chef en pierre hauts de 6 mètres, et l'idée de divertissement familial de Seattle dans une ancienne usine à gaz recyclé. Vous avez quelque chose de plus fou que les sites que nous avons vus jusqu'à présent. Dites-le moi dans les commentaires. Et maintenant, il est temps de passer au top 3. Numéro 3, le Fly Geyser est un peu différent de ceux de Yellowstone. Il a été créé par l'homme, accidentellement du moins. En 1964, une entreprise géothermique a foré un puits d'essai. J'insiste sur le mot « essai ». Ils ont trouvé de l'eau chaude, ont raté le travail, puis sont partis. Comme ils ne l'ont pas bouché, l'eau a continué à jaillir, accumulant des minéraux pour former les monticules que vous voyez aujourd'hui. Rouge et vert, ces algues thermophiles sont le Picasso de la nature. C'est désormais l'arrière-cour du Burning Man dans le désert de Black Rock. Les festivaliers l'admirent de près. Les autres doivent réserver une visite guidée. Un peu comme notre prochaine destination, où entrer à l'intérieur fait partie de l'expérience. Numéro 2. Survoler Oklahoma City. Vous apercevrez un immense dôme doré. Un temple dédié à un dieu du soleil? Non. En 1958, ce n'était qu'une banque. Le dôme a été inspiré par l'architecte Buckminster Fuller. La banque n'a pas survécu, mais le bâtiment, oui. Il abrite aujourd'hui un centre culturel asiatique. La ville veut installer bureaux, commerces et une exposition Fuller dans la salle des coffres. Rien ne rend hommage à un architecte visionnaire comme de le reléguer dans la salle des coffres. Grâce à son sommet doré, il se démarquera toujours. Tout comme notre site numéro 1, le parc historique national de Picos. Explorez le Nouveau-Mexique. Vous apercevrez des ruines teintées de rouge qui semblent tout droit sorties d'une civilisation disparue. C'est le parc historique national de Picos. Le sentier serpente devant des ruines pueblo, une mission espagnole et le genre de bâtiments modernes qui ont gâché l'ambiance. Les paléo-indiens étaient ici dès 11 500, avant Jésus-Christ des dates, que l'on n'entend pas souvent, en cours d'histoire, aux États-Unis. Vers 1100 après Jésus-Christ, le site comptait un véritable village pueblo avec 2000 habitants. C'était la première association de propriétaires. Aujourd'hui, les ruines comprennent plus de 20 kivas des maisons cérémonielles circulaires creusées dans le sol. Avec le temps, la population locale a diminué, principalement à cause des maladies et des guerres. Et en 1830, les Amérindiens locaux ont été, priés d'aller s'installer ailleurs par des hommes européens armés. Mais aujourd'hui, vous pouvez encore voir les vestiges de la vie amérindienne juste ici. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment une différence. Merci encore et à la prochaine sur MapPack.